Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là avec nous sur Iso-Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui de l'articulation de la hanche. La hanche est composée, donc, comme je viens de le dire, d'une seule articulation qui s'appelle l'articulation coxo-fémorale, qui va mettre en jeu l'os coxal au niveau de l'acétabulum avec la tête fémorale, qui est l'épiphyse proximale du fémur. Nous allons commencer avec un premier schéma afin de décrire un petit peu l'évolution de cette articulation avec le passage à la bipédie. Donc, en effet, donc ici, on va d'abord comparer la coxo-fémorale chez la vache. Ici, vous avez la colonne vertébrale de manière très schématique, ne me jugez pas trop vite. Ici, l'os coxal avec le fémur ici. On remarque ici, on peut faire la patella, on remarque ici que les structures lombo-pelvis-fémorales sont complètement désalignées. Si maintenant on prend la coxo-fémorale du singe, donc voilà, pour mimer du grand singe. Voilà, ici vous avez donc les pieds. Alors il n'a pas de chaussures, mais je fais ses pieds schématiquement. Voilà, avec les bras ici. Voilà, le bras contralatéral sera comme ça. Ici, vous aurez la colonne vertébrale. L'os coxal a déjà, le pelvis, donc le bassin, a déjà commencé à s'aligner avec la colonne lombaire. Ce ne sera pas encore le cas du fémur. Mais on a déjà un début d'alignement lombo-pelvien, pas fémoral. Si maintenant on décrit les structures lombo-pelvis-fémorales chez l'homme, donc ici je remets l'orientation, eh bien vous aurez la chose suivante. Vous aurez la colonne lombaire qui sera alignée avec l'os coxal, qui lui-même sera aligné avec le fémur. Tout ça est bien sûr très schématique, le but c'est de montrer l'alignement des structures anatomiques. La description précise et correcte va commencer maintenant. Tout ça pour dire que le passage à la bipédie a aligné les structures lombo-pelvis-fémorales, qu'elles étaient habituées initialement à fonctionner en flexion, et que désormais chez l'homme, les structures sont distendues antérieurement car elles fonctionnent toujours en extension. Une hanche en souffrance se mettra donc par réflexe en flexum. C'est la même chose pour le genou. Donc cette articulation, donc, elle est située à ce niveau-là, elle va orienter le membre inférieur dans l'espace. Elle est très stable et très mobile. C'est la raison pour laquelle les arthrodèses de coxo-fémorale sont plutôt bien supportées. On va maintenant décrire les surfaces articulaires. Donc pour commencer, on va décrire la tête fémorale. Alors, je ne vais pas mettre l'orientation ici. On va faire deux schémas bien distincts avec la tête fémorale d'un côté et l'acétabulum de l'autre. Vue antérieure ici, avec donc l'épiphyse proximale du fémur avec le petit trochanter
la ligne intertrochantérique pourvue de 2 tubercules, le grand trochanter, et vous avez donc l'épiphyse proximale qui apparaît. Le col fémoral va créer avec la diaphyse un angle appelé angle cervico-diaphysaire. Cet angle sera égal à environ 135 degrés. Donc vous prenez un angle droit, vous le coupez, vous tracez la bisectrice de l'angle et vous avez l'orientation que doit avoir le col fémoral. Et vous avez le col fémoral qui apparaît. Si cet angle de 135 degrés n'est pas respecté, vous allez avoir des pathologies de la coxo-fémorale. Donc si cet angle est supérieur à 135 degrés, on aura plutôt une coxa valga. Et si cet angle est inférieur à 135 degrés, on aura plutôt une coxa vara. Et ici, je dessine la tête fémorale, donc 2/3 de sphère recouverte de cartilage hyalin, orientée en haut, en avant et en dedans. Elle est pourvue d'un petit orifice qui s'appelle la fovea, dans lequel va notamment passer le ligament de la tête qui va protéger l'artère de la tête fémorale. Cette artère est assez importante, elle va donc perfuser la tête fémorale et en cas de fracture du col fémoral, elle risque d'être lésée. C'est la raison pour laquelle la fracture du col du fémur est une urgence chirurgicale, car il y a un risque d'ostéonécrose de la tête fémorale. Et alors, vous allez me dire, la hanche s'est éloignée des gros vaisseaux ou des organes nobles, pourquoi est-ce qu'on en mourrait? Tout simplement, les gens qui meurent d'une fracture du col du fémur, ils meurent des complications de décubitus. Si vous avez une ostéonécrose de la tête fémorale, vous ne pouvez plus marcher. Donc vous restez allongé en permanence et vous avez les complications de décubitus qui apparaissent, des troubles du retour veineux, etc. etc. Donc ça, c'était pour l'épiphyse proximale du fémur. Alors je termine simplement, voilà, je me suis un peu enflammé pour le petit trochanter, c'est une protubérance osseuse importante où s'attache le psoas-iliaque, mais bon, de là à faire un espèce de crochet, non. Ensuite, donc, la tête fémorale s'articule avec l'acétabulum qui est situé sur la partie latérale du bassin, on dit sur la face exopelvienne, donc sur l'extérieur du bassin. Ici, je vais dessiner la partie moyenne de l'os coxal, avec ici éminence iliopectinée, le foramen obturé, l'épine sciatique. Voilà, ici, on peut faire le début de l'épine iliaque postéro-inférieure. Donc l'acétabulum, il sera situé au-dessus du foramen obturé. L'acétabulum, désigne la cavité articulaire. Donc c'est la partie articulaire de l'os coxal. Donc il se compose de la surface semi-lunaire, qui est la surface articulaire que je suis actuellement en train de décrire, de dessiner en bleu. Et vous avez également la fosse acétabulaire. Et vous allez avoir notamment le ligament transverse de l'acétabulum qui va relier les deux cornes de la surface semi-lunaire entre elles. Vous allez avoir une corne antérieure qui sera plutôt effilée, une corne postérieure qui à l'inverse sera plutôt épaisse. La surface semi-lunaire est bien évidemment recouverte de cartilage hyalin. Elle regarde en bas, en avant et en dehors. Ces deux structures anatomiques sont reliées par un fibrocartilage qui s'appelle le labrum. Le labrum, c'est une petite structure en forme d'anneau.
recouverte de cartilage hyalin sur sa partie profonde. Et qui va s'insérer au pourtour de la tête fémorale et donc des cartilages articulaires. Voilà, et qui va aussi prendre en compte le bord inférieur du ligament transverse de l'acétabulum. Donc cette structure va augmenter la congruence articulaire, c'est-à-dire qu'elle va renforcer le contact entre la tête fémorale et l'acétabulum pour garantir une meilleure stabilité, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir la capsule articulaire donc, qui va recouvrir, protéger ces surfaces articulaires. Alors pour cela, il faut mettre en évidence le sillon supraacétabulaire où commence le tendon récurrent du muscle droit fémoral, le tendon réfléchi du muscle droit fémoral. Eh bien la capsule, elle va donc prendre en compte évidemment les cartilages articulaires et le labrum, mais également une partie de ce sillon. Le tendon du droit fémoral n'est pas intracapsulaire, mais son tendon a un rapport intime avec l'articulation. Petite particularité, la capsule termine sur la partie toute distale du col. Ça veut dire que les fractures du col du fémur sont intra-articulaires. Donc les prothèses de coxo-fémorale, de tête fémorale, voilà, c'est cette configuration-là qu'elles devront avoir. Donc la tête fémorale, c'est 4 à 5 cm de diamètre. C'est quand même assez petit. Et les prothèses donc se font quand même assez facilement, contrairement aux prothèses du genou qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup moins bien supportées. Alors, on va regarder aussi comment la capsule s'insère en arrière. Comme ça, on a une vraie vue globale du système articulaire, avec épiphyse proximale du fémur, le petit trochanter, avec l'angle cervico-diaphysaire, voilà. On n'est pas en maths non plus, hein, donc on va faire voilà. Voilà, et le col du fémur qui apparaît. Avec donc tête fémorale. Et donc la capsule, elle va suivre le col fémoral et elle va terminer, voilà, elle ne va pas prendre en compte la partie inféromédiale de la face postérieure du col. Donc elle va terminer un peu plus proximalement au niveau postérieur. Ensuite, on a dit que les deux structures, donc tête fémorale et acétabulum, étaient tous deux orientés vers l'avant. Donc ici, c'est une vue supérieure. Le fait que les deux structures soient orientées vers l'avant implique ce que l'on a dit au début de la vidéo, à savoir une découverture antérieure de l'articulation. Ainsi, cette partie, donc la partie tout antérieure de l'articulation, est vulnérable. Pour cela, le corps va compenser avec l'abondance de ligaments antérieurs qui vont limiter l'extension de coxo-fémorale, à savoir le mouvement qui amènera la tête fémorale vers l'avant.
Nous allons maintenant étudier ces moyens d'union passifs. On a déjà parlé des insertions de la capsule, maintenant on va pouvoir la mettre en évidence avec avec son trajet. On va faire pour cela une vue latérale du bassin. Ici, on sera en supérieur, ici en antérieur. Voilà, donc là, le bassin avec les branches pubiennes. Le foramen obturé. Alors là, c'est tabulum, on va le mettre voilà, comme ceci. Et donc la tête fémorale va venir s'aboucher ici. On a donc le col fémoral ici, le grand trochanter ici. Alors je ferai un petit peu le ménage à la fin du schéma, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on commence à apercevoir le fémur. Voilà, et on va remplir la cavité articulaire. Et là, nous avons déjà les deux surfaces articulaires qui sont emboîtées les unes avec les autres. La capsule, on avait dit qu'elle partait du col fémoral, qu'elle prenait en compte le sillon supracétabulaire sans l'englober et qu'elle entourait les cartilages articulaires. Et vous avez globalement donc la structure anatomique qui va apparaître. L'articulation coxo-fémorale, c'est une articulation de type sphéroïde. Elle autorise tous les mouvements dans l'espace, flexion, extension, abduction, adduction et rotation externe, rotation interne. Donc ce que je dessine là, c'est les fibres de la capsule articulaire qui sont orientées dans tous les plans de l'espace. Le but, c'est qu'elles puissent résister et accompagner chaque mouvement de la coxo-fémorale, que ce soit simplement flexion, extension, abduction, adduction, rotation externe, ou bien la combinaison de ces mouvements. Lorsqu'un footballeur fait une reprise de volée, vous avez une combinaison d'abduction, rotation interne, flexion au niveau de la coxo-fémorale. Donc vous avez, là on a parlé du foot, mais tous les sports de combat où on met des coups de pied, la boxe taille, le karaté, etc. Vous allez avoir tous les sports, l'escalade aussi. Dès qu'on oriente le membre inférieur dans l'espace, on utilise sa coxo-fémorale. Donc on va résumer, on s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps, sauf quand on est devant un ordi toute la journée. Sans manquer de respect à tous ceux qui sont devant un ordi toute la journée, évidemment. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc la capsule orientée dans tous les plans de l'espace, qui prend en compte la lèvre supérieure du sillon supra-acétabulaire. Et on va maintenant visualiser ce qui va se passer à l'intérieur de la capsule. On va faire pour cela une coupe frontale, ça veut dire coupe parallèle au front. C'est-à-dire qu'on va couper la coxo-fémorale comme ceci. Donc l'orientation est la même qu'une vue antérieure. Voilà, mais on a tranché à l'intérieur de l'os pour pouvoir visualiser justement les structures intra-articulaires. Là, on a dessiné l'os coxal. Maintenant ici, la tête fémorale. Bon, l'angle cervico-diaphysaire exceptionnellement n'est pas respecté. Et donc vous avez d'abord le labrum, petit fibrocartilage en forme d'anneau triangulaire à la coupe qui va relier tête fémorale et acétabulum.
solidarisés, plus que reliés. Il ne les colle pas. Ici, vous allez avoir la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire. Et alors, la synoviale, de ce côté-là, voilà, il va y avoir des petits replis. Voilà, et la synoviale va laisser un petit passage. La capsule fait à peu près la même chose. Et elle présente également des replis sur sa partie inférieure. Pour donner du jeu, tout simplement. Vous allez avoir le ligament de la tête qui va passer au niveau de la fovea. Et le ligament de la tête, il va terminer partie inférieure de l'acétabulum, au niveau du ligament transverse de l'acétabulum. Il va accompagner l'artère de la tête fémorale. Et donc, ce ligament, le ligament de la tête, va limiter donc les contraintes d'une part au niveau du ligament de la tête, et il va limiter les mouvements d'adduction. En effet, lors du mouvement d'adduction, vous allez avoir la tête fémorale qui va pivoter vers l'extérieur, notamment vers le haut et le dehors. Et donc ce ligament va pouvoir limiter son action. Ensuite, on va aborder les ligaments suivants. Donc découverture antérieure de l'articulation. Donc prépondérance de ligaments antérieurs. Je vais d'abord pour cela dessiner un bassin de face avec ici L4 et L5. Le sacrum. Éminence iliopectinée, branche supérieure du pubis. Foramen obturé. Crête iliaque épiniliaque antéro-supérieure. Épiniliaque antéro-inférieur. Et ici, vous allez avoir du coup l'acétabulum. Et on termine par l'ischion. Ensuite, la tête fémorale que je vais faire en bleu. L'angle cervico-diaphysaire. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir dessiner le reste avec les deux tubercules antérieurs de la ligne intertrochantérique. Le grand trochantère. Voilà, mais là, typiquement, l'angle cervico-diaphysaire, je l'ai raté. Il n'est pas assez élevé. Donc ici, donc normalement, la tête, le col, il est comme ça. Et l'épiphyse, voilà, est comme ça, si vous voulez. Là, vous avez une tête fémorale physiologique, et là, vous avez ce qu'on appelle une coxa valga, parce que l'angle est trop aigu. C'est-à-dire qu'il est inférieur à 135 degrés. Voilà, donc l'avantage de mon erreur, c'est que vous saurez à quoi ça ressemble. Ça se voit très bien sur la radio. Ensuite, donc revenons aux ligaments. Vous avez deux ligaments antérieurs. Ligament ilio-fémoral qui a deux faisceaux. Donc ils partent tous deux de l'épiniliaque antéro-inférieur ou EIAI et terminent faisceau supérieur
sur le tubercule supérieur de la ligne intertrochantérique et le faisceau inférieur sur le tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique. Vous allez avoir d'autre part le ligament pubo-fémoral qui part de la branche supérieure du pubis et qui va terminer sur le petit trochanter. On dit que les ligaments antérieurs de la coxo-fémorale forment un Z. Donc vous avez des fibres entre les deux faisceaux du ligament. Vous allez avoir le droit fémoral qui s'insère également sur l'épine iliaque antéro-inférieur qui va renforcer l'insertion du ligament ilio-fémoral. Vous avez un troisième ligament à aborder sur la vue postérieure, c'est le ligament ischio-fémoral. Donc c'est le seul ligament avec une situation postérieure. Mais on va voir que la fonction n'est pas si différente des différents ligaments. Donc le ligament ischio-fémoral, c'est le seul ligament postérieur de la coxo. Donc il va s'insérer sur l'ischion. Il va avoir un faisceau qui va aller jusqu'à la face médiale du grand trochanter. Un faisceau qui va jusqu'à la partie postérieure de la capsule. Et un faisceau qui va jusqu'à la partie inférieure de la capsule. Donc là, je les ai décrits et dessinés pas dans le bon ordre, mais c'est bien ce faisceau-là, face médiale du grand trochanter, le second faisceau, partie postérieure de la capsule, et le faisceau inférieur, partie inférieure de la capsule. Donc ce ligament, il s'enroule autour de la tête fémorale. Et de par la direction de ces fibres, il va, comme les autres ligaments antérieurs, limiter l'extension. Cette particularité se verra beaucoup mieux sur une vue latérale, où vous allez avoir du coup l'os coxal, avec ici le grand trochanter, avec donc les ligaments qui forment une espèce de chape ligamentaire, orientés tous comme ceci. Et donc, ils vont limiter l'extension, c'est-à-dire lorsque la tête fémorale va vouloir aller vers l'avant, vous allez avoir les fibres de tous ces ligaments qui vont se mettre en tension et ainsi limiter l'extension. C'est la raison pour laquelle ce mouvement est assez minoritaire, notamment sur la coxo-fémorale. Il nous reste à aborder la stabilisation active de l'articulation avant de mettre fin à la vidéo. Alors, on va pour cela reprendre les schémas d'avant. Voilà, si on reprend la vue antérieure, il y a plusieurs choses à aborder. Donc déjà, vous allez avoir le droit fémoral, donc, qui renforce l'action du ligament ilio-fémoral. Il va également donner ce muscle, on va le représenter.
Voilà, et je le coupe ici, donc c'est le droit fémoral. Il va donner également un tendon récurrent sur la face antérieure du grand trochanter. Et il va également avoir un tendon réfléchi au niveau du sillon supra-acétabulaire. Donc un contact très intime du droit fémoral avec l'articulation coxo-fémorale. Vous allez également avoir le muscle petit fessier qui termine face antérieure du grand trochanter. Voilà, donc il sera comme ceci. Qui va donner des petites fibres pour renforcer le ligament ilio-fémoral. Le ligament pubo-fémoral est également renforcé par l'action du muscle pectiné qui s'insère à proximité de lui sur la branche supérieure du pubis et qui va renforcer son action. Vous allez également avoir le muscle obturateur externe, donc qui va s'insérer sur le pourtour du foramen obturé, un petit peu sur la membrane obturatrice que je n'ai pas représentée. Et alors ce dernier va cravater le col fémoral et terminer ensuite face médiale du grand trochanter. Mais il a une action très importante car, comme les autres muscles que l'on a décrits, il a un contact intime avec les ligaments et les structures qui composent l'articulation coxo-fémorale. Donc tous les muscles qui passent à proximité de l'articulation ont tendance, avec leur contraction, à resserrer, à verrouiller cette articulation et à la rendre plus stable. Et vous en avez un dernier que j'aimerais vous décrire, le muscle psoas iliaque. Donc le psoas qui commence sur les lombaires, on va faire une autre vidéo pour le décrire. Je vais simplement décrire son trajet à ce niveau-là. Voilà, parce qu'il va coiffer antérieurement l'articulation. Il termine sur la partie postérieure du petit trochanter. Donc il va plaquer la tête fémorale contre l'acétabulum. Donc vous l'auriez compris, le corps a mis énormément de structures anatomiques pour verrouiller la découverture antérieure de l'articulation. Cette articulation a donc le mérite d'être extrêmement stable et extrêmement mobile. Elle supporte également le poids du corps lorsqu'on est en station debout. Le développement de processus arthrosiques est assez fréquent au niveau de cette articulation, on appelle ça une coxarthrose. Et vous avez également, donc la coxo-fémorale, elle est très solide en extension, mais en flexion, les ligaments sont détendus. C'est là où l'articulation va être vulnérable. Vous avez par exemple le syndrome du tableau de bord, donc pendant des accidents de voiture, vous avez la personne qui est sur la place du mort, qui est donc en flexion de hanche, les pieds sur le tableau de bord. Et bien dans ce genre de cas de figure, vous pouvez avoir des luxations postérieures de coxo-fémorale. On appelle ça justement à raison le syndrome du tableau de bord. Voilà un exemple de pathologie. Vous avez également les polyarthrite rhumatoïde qui peut toucher la coxo-fémorale. On appellera ça une coxite rhumatoïde. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.